Vous écoutez RFI, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. La République démocratique du Congo, évoquée hier à Genève, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dénonce la violence avec laquelle les forces de l'ordre ont réprimé les manifestations il y a 10 jours à Kinshasa et demande une enquête indépendante. La prestation de serment du président gabonais Ali Bongo s'est faite, c'était hier à Libreville. Il peut maintenant entamer un nouveau mandat de 7 ans. Le Malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, condamné à 9 ans de prison par la Cour pénale internationale pour son implication dans la destruction des mausolées de Tombouctou dans le Nord Mali en 2012. Et puis c'était il y a 7 ans, nous reviendrons sur la journée de violence qu'a connue Conakry le 28 septembre 2009. Des membres de l'armée avaient tué et violé des dizaines de personnes lors d'un rassemblement de l'opposition. Une enquête indépendante, voilà donc ce que demande la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU après les violences il y a une dizaine de jours à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'opposition avait appelé ce jour-là à manifester pour demander l'organisation des élections dans les délais prévus par la Constitution. Des violences ont éclaté, elles ont fait au moins 53 morts selon l'ONU qui dénonce la violence avec laquelle les forces de l'ordre ont réprimé le rassemblement. Léa Lisa Vesterov. Au moins 368 personnes arrêtées dans tout le pays, des jeunes payés pour perturber les manifestations, mais aussi des membres des forces de sécurité qui se seraient rendus coupables de pillage. Dans ce document, les Nations Unies pointent la responsabilité des autorités de Kinshasa dans les dérapages de la semaine dernière. Contrairement au gouvernement congolais qui estime avoir été obligé d'intervenir face à des manifestants belliqueux, le haut-commissaire aux droits de l'homme affirme que les forces de sécurité ont eu un recours excessif à la violence et aux armes. Pour preuve, selon l'ONU, le nombre de victimes trouvées avec des blessures par balle, non pas au niveau des jambes ou des bras, mais dans la poitrine ou la tête. Un mode opératoire qui pourrait indiquer que l'ordre de tirer pour tuer, je cite, ait été donné. Enfin, l'arrestation musclée de journalistes et de photographes avant ces incidents et leur mise à l'écart pendant plusieurs heures pourrait, selon l'ONU, prouver que la répression violente de la manifestation était prévue. Comme l'ensemble de la communauté internationale, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies demande donc qu'une enquête indépendante, transparente et crédible soit ouverte sur ces heures. Et de son côté, le ministre congolais de la Justice affirme que la marche organisée il y a 10 jours à Kinshasa n'était pas pacifique. Alexis Tamboué dénonce des pillages, des meurtres dès le début qui ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Le président gabonais prêt à entamer un second mandat de 7 ans. La main sur la Constitution, Ali Bongo a prêté serment hier lors d'une cérémonie organisée au palais présidentiel à Libreville, 4 jours après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Cette cérémonie s'est tenue en présence de 4 chefs d'État africains, les présidents du Mali, du Niger, du Togo et de Sao Tomé. D'autres étaient représentés par leur Premier ministre. Quant à la France, elle avait envoyé son ambassadeur. Le ministre français des Affaires étrangères avait émis un jugement sévère il y a quelques jours sur la validation de la victoire d'Ali Bongo. Une source diplomatique du Quai d'Orsay a rappelé hier encore la position française, Jean-Jacques Louarn. Chaque mot est pesé. La France reconnaît un État et des institutions. Mais Paris reconnaît-il Ali Bongo président ? C'est un fait. Le commentaire se veut sec. Le Quai d'Orsay réaffirme que l'examen des recours de la Cour constitutionnelle n'a pas levé tous les doutes sur l'élection d'Ali Bongo, sur lequel, je cite, « ne tombe pas une pluie de félicitations ». Je ne crois pas qu'on puisse dire « voilà, tout est fini, ça continue comme avant ». C'est toujours les Bongo qui gagnent, poursuit cette source. Si Jean Ping est sonné, KO, Ali Bongo n'est pas en position de force politique. La petite phrase du porte-parole du gouvernement gabonais a fait mouche ici. À la Claude Bilibinzé qui accuse Paris de s'être déplacé à Bruxelles. Le Quai d'Orsay répond, c'est Bruxelles qui s'est déplacé à Paris, sous-entendu la France a soutenu la mission d'observation européenne dans son analyse très critique du scrutin. La balle est dans le camp de Bongo et de l'Union africaine dont on attend une initiative. Que penser d'un gouvernement d'union ? Si c'est avec des seconds couteaux, nous le dirons. Paris, enfin, répète son rejet de toute violence et affiche cette certitude. Notre position est assez largement comprise par les Gabonais.
Et au cours de la cérémonie hier, le président gabonais a déploré les événements malheureux qui ont suivi l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle le 31 août, quand des violences ont éclaté, notamment à Libreville. Ali Bongo a une nouvelle fois appelé au dialogue, même si son appel est pour l'instant resté sans réponse de la part de son rival Jean Ping, qui continue de revendiquer la victoire à la présidentielle. L'Union des étudiants tchadiens, qui a organisé un mouvement de grève pour protester contre la suppression des bourses d'études et qui a prévu une marche nationale, dénonce l'arrestation depuis hier de ses principaux responsables, dont le président de l'organisation. La centrale syndicale des universités entend tout de même maintenir cette marche qui a été interdite par les autorités. Risque de grogne sociale également chez les fonctionnaires tchadiens. Les syndicats rejettent la décision du gouvernement de suspendre les primes de la fonction publique, une mesure annoncée hier qui durerait 18 mois maximum et servirait à faire des économies. RFI. Il a été reconnu coupable d'avoir dirigé des attaques contre 9 mausolées de Tombouctou et contre la porte d'une mosquée quand cette ville du Nord Mali était sous occupation djihadiste en 2012. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a été condamné hier par la Cour pénale internationale à une peine de 9 ans de prison. La CPI voit un message envoyé à ceux qui s'en prennent au patrimoine culturel, mais des organisations regrettent qu'aucun procès n'ait encore eu lieu sur les crimes commis sur des personnes pendant cette même période. David Bachy. Le jugement prononcé par la CPI démontre que les destructions commises à Tombouctou par Ansar Dine et AQMI constituent un crime de guerre. Il démontre aussi qu'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, qui dirigeait alors la brigade des mœurs de la ville, les a bel et bien commandés. Gilles Dutertre, substitut du procureur de la CPI. Cela permet d'envoyer un message à la communauté internationale que la commission de ce type de crime qui porte atteinte aux valeurs d'une population, à ses racines, est inacceptable et suivie d'une sanction. Une première précieuse pour la justice internationale, mais qui suscite aussi une certaine frustration chez les habitants de Tombouctou, ainsi que chez les organisations de défense des droits de l'homme, qui déplorent qu'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi n'ait pas également été poursuivi pour son implication dans les viols et autres amputations commises à cette période. Réponse de la CPI, Gilles Dutertre. La pierre angulaire de toute poursuite, c'est d'avoir la preuve qui permette d'obtenir une condamnation. C'est pour ça qu'on l'a poursuivi pour le crime d'attaque contre les monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion. Le bureau continue son enquête au Mali, notamment sur les crimes de nature sexuelle et des meurtres. Donc le moment venu, des poursuites pourront être engagées contre les personnes contre lesquelles il y a cette preuve réunie. À ce jour, aucun procès n'a eu lieu pour les violences physiques commises dans le Nord pendant l'occupation islamiste. Et concernant le Mali, toujours l'ambassadeur des États-Unis dans le pays demande au gouvernement malien de mettre fin à ses liens avec le Gatia, groupe armé pro-autorité qui est engagé depuis plusieurs mois dans des combats avec d'autres groupes dans le Nord, également signataires de l'accord de paix d'Alger. Le Premier ministre libyen, chef du gouvernement d'union nationale en visite en France, Fayez El-Sarraj, a été reçu hier par le président François Hollande à Paris. Le chef de l'État l'a assuré que la France ferait des efforts pour soutenir ce gouvernement d'union nationale libyen, notamment dans sa lutte contre le terrorisme. On reparlera d'ailleurs de la situation en Libye juste après le journal. Le Premier ministre libyen est notre invité ce matin. On remonte le temps à présent, on revient 7 ans en arrière. Nous sommes le 28 septembre 2009 en Guinée. Le pays est alors dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara. L'opposition, le Forum des forces vives de Guinée, organise un meeting ce jour-là, un meeting qui se termine dans un déchaînement de violence. Au moins 150 personnes sont tuées par des membres de l'armée, au moins 109 femmes sont violées. Récit de cette journée tragique signé Laurent Corot. Ce 28 septembre 2009, ils sont des dizaines de milliers à avoir convergé vers le stade pour dire non à une candidature de Moussa Dadis Camara, le chef de la junte. Des vidéos amateurs montrent un rassemblement quasi festif. Les sympathisants de l'opposition sont sur la pelouse, dans les gradins. Certains brandissent des banderoles, d'autres prient et une clameur s'élève, liberté. C'est aux environs de midi que les bérets rouges puis d'autres éléments des forces de défense et de sécurité entrent dans le stade. Ils tirent dans la foule, frappent et poignardent des militants. Ils ont rentré, commencé à tirer n'importe comment, tabasser. Il y avait même des couteaux baïonnettes pour trancher les gens. Dans le chaos qui s'installe, des femmes sont violées. Il y a un autre militaire qui avait le collier sur sa tête, m'a pris, m'a déshabillé, violé, m'a frappé tout mon corps. Donc,
Maintenant, il y avait une femme qui était à côté. Ils ont pris la femme, ils ont écarté les pieds de la femme. Là, ils ont pris le fusil, ils ont fait rentrer sur la femme. Je courais parce que j'ai fait tout pour me sortir. J'ai ouvert la porte là, j'ai vu ça. Ils violaient dans les salles. La foule s'efforce de fuir, certains sont piétinés, puis le stade se vide. En début d'après-midi, des camions militaires viennent ramasser les corps pour les cacher aux yeux du monde. Le président des Seychelles, James Michel, démissionne, décision annoncée hier et qui fait suite à la défaite de son parti aux législatives organisées ce mois-ci. Un scrutin remporté par l'opposition pour la première fois depuis 1993. Cette démission sera effective le 16 octobre prochain. James Michel sera remplacé par le vice-président qui terminera le mandat de 5 ans. C'est le dernier jour ce mercredi. Depuis le début de la semaine, chercheurs, associations, partenaires financiers et techniques, autorités sont réunis à Antananarivo à Madagascar pour le 15e colloque sur le VIH dans l'océan Indien. Une zone dans laquelle la prévalence du sida est faible, moins de 1% de la population, même si ce taux est beaucoup plus élevé chez certaines catégories de personnes considérées comme à risque. Il reste en tout cas encore beaucoup de défis à relever pour atteindre un objectif, éliminer le virus d'ici à 2030. Jeanne Richard. Avec seulement 0,4% de séropositifs dans la population, Madagascar semble échapper au pire et il faut en profiter, selon Salvatore Nyonzima, directeur pays de l'ONU-SIDA à Madagascar. C'est justement dans un contexte où la prévalence est basse qu'il faut redoubler d'ardeur, parce que c'est à ce moment-là qu'on a une meilleure chance d'avoir des résultats. Pourtant, derrière ces chiffres, il faut rester prudent. Dans les populations clés, c'est-à-dire les travailleurs, travailleuses du sexe, les utilisateurs de drogues injectables et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les prévalences sont beaucoup plus élevées. Et comme le système de santé est défaillant, les ruptures de stock de médicaments sont fréquentes à Madagascar. La prise en charge des patients pose problème aussi, comme l'explique Marie-Isabelle, présidente du réseau Ravan Océan Indien, réseau d'associations et de personnes qui luttent contre le VIH et les hépatites. L'estimation des personnes séropositives, c'est 50 000 et on est à 1800 et quelques personnes dépistées positives et suivies. Il y a des gens qui ne croient pas au VIH et qui refusent de faire les dépistages. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a encore une forte stigmatisation et discrimination de ces gens-là. Il reste donc de nombreux défis à relever. L'objectif, c'est de réussir à couvrir d'abord les besoins des populations clés d'ici à la fin 2017. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. En Guinée équatoriale, les mineurs enceintes ne seront plus admises dans les écoles, mesure annoncée par la vice-ministre de l'Éducation qui vise, selon elle, à lutter contre les grossesses précoces et non désirées. Selon les estimations des sociologues, 3 adolescents sur 5 en Guinée équatoriale âgés de 13 à 18 ans tombent enceintes. Comment protéger les rhinocéros ? C'est l'une des espèces menacées sur la planète à laquelle s'intéressent les participants de la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées, qui sont réunies à Johannesburg depuis samedi dernier. Une des pistes envisagées pour sauver les rhinos, c'est de légaliser le commerce de leurs cornes, interdit depuis 1977. C'est le Swaziland qui a mis la question sur la table, un projet que soutiennent les propriétaires privés de rhinocéros en Afrique du Sud. Lisa Fabian. En Afrique du Sud, quelques 6200 rhinocéros sont parqués dans 330 fermes privées discrètes et ultra sécurisées, soit un tiers de la population totale des animaux du pays. Mais avec l'explosion du braconnage, les éleveurs peinent à protéger leurs animaux. Pelham Jones est le président de l'association des propriétaires privés de rhinocéros. Ce qui est triste, c'est qu'avant, il y avait près de 400 fermes de rhinocéros en Afrique du Sud. Mais avec l'explosion du braconnage, notre stock de rhinocéros a chuté et les réserves privées ont de plus en plus de mal à faire face au coût de la sécurité de leurs rhinocéros. Le secteur privé débourse 18,5 millions d'euros par an pour protéger ces cheptels. Beaucoup d'éleveurs privés optent donc pour le décornage préventif de leurs rhinocéros. Ils essayent maintenant de convaincre le gouvernement de légaliser le commerce de ces cornes. L'interdiction de la CITES n'a pas marché. Elle n'a pas permis de sauver la vie d'un seul rhinocéros. Au contraire, ça a créé un énorme réseau de crimes organisés. Depuis que l'interdiction est en place, plus de 100 000 rhinocéros ont été braconnés. 23 pays africains ont perdu tous leurs rhinocéros. Et parmi les pays qui ont toujours des rhinocéros, 6 ont une population de moins de 100 animaux. Mais les associations de défense de la nature craignent que la légalisation ne fasse qu'encourager la demande et la marchandisation de la nature. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. À Johannesburg, comme à Paris, il est 7h moins le quart. Afrique Matin sur RFI.
Magali Lagrange. Dans 5 minutes, Frédéric Couteau viendra nous rejoindre en studio pour la revue de presse Afrique, avec à la une aujourd'hui la prestation de serment du président gabonais Ali Bongo hier à Libreville, 4 jours après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Mais d'abord, on retrouve l'invité de la rédaction. Notre invité ce matin est le Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj qui dirige le gouvernement d'union nationale en Libye. Il était en visite en France, à Paris. Il a été reçu hier, on en parlait dans le journal, par le président au Palais de l'Élysée. François Hollande a promis que la France ne ménagerait aucun effort pour soutenir son gouvernement et pour l'aider dans sa lutte contre le terrorisme. Pour en parler, pour évoquer également la situation dans la ville de Sirte et plus globalement celle de la Libye, Fayez El-Sarraj est l'invité de Ouda Ibrahim. Monsieur le Premier ministre libyen, bonjour. Bonjour. Concernant la ville de Sirte, plus d'une fois vous avez déclaré que la ville allait être libérée dans quelques heures, mais les choses ont traîné. Quelles sont les raisons de ces retards ? Vous avez déclaré également que la bataille de Sirte était à sa dernière étape. Je ne crois pas avoir dit que la bataille allait se terminer en quelques heures. Certains croyaient que Sirte allait être un foyer international du terrorisme, mais grâce au courage de nos hommes, nos forces ont pu réaliser une grande partie de leur mission. Ils étaient soutenus par la communauté internationale, les États-Unis en tête. Nous avons demandé des frappes aériennes, chirurgicales, précises, et les États-Unis ont joué ce rôle. Effectivement, cela nous a beaucoup aidés. Je pense que la bataille en est à sa dernière étape. Nous avons déjà commencé d'ailleurs à préparer l'immédiate après-guerre afin de garantir la stabilité de Sirte et afin d'éviter le retour des membres de l'organisation État islamique dans cette ville. Après la fin de la bataille de Sirte, les frappes américaines risquent-elles de continuer ailleurs en Libye contre l'organisation État islamique ? Nous avons demandé ces frappes pour Sirte et contre l'EI et nous ne les avons pas demandées pour aucun autre endroit en Libye. Elles se font en coordination à un niveau militaire avec les forces libyennes qui ont la charge de l'opération militaire de Sirte. Donc ces frappes américaines s'arrêteront à la fin de la bataille de Sirte ? Non. Affirmatif. Concernant les membres de l'EI qui étaient à Sirte, certains ont fui la ville, surtout vers les frontières tunisiennes et également les frontières algériennes. Quelles sont les mesures prises pour limiter le mouvement de ces membres de l'EI ? Bien sûr, avec l'attaque menée à Sirte, des membres de l'EI ont fui la ville vers différents endroits. Certains sont allés au sud, d'autres vers l'ouest. Actuellement, les services de renseignement sont à leur trousse pour les poursuivre, les anéantir. Il y a bien sûr des coordinations avec les pays voisins. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé à Sirte se reproduise dans d'autres régions. Y a-t-il vraiment des cellules djihadistes dormantes à Tripoli ? Plus d'un responsable libyen a évoqué cette présence. De temps en temps, nous les poursuivons et nous avons déjà arrêté plusieurs cellules. Le maréchal Khalifa Haftar a mis la main sur les champs pétroliers. C'est la principale source de richesse de la Libye. Cette donne ne va-t-elle pas fragiliser le gouvernement que vous dirigez davantage, d'autant plus que la société de pétrole a signé un accord avec les forces de l'Est ? Cet accord dont vous parlez, nous souhaitons que cela soit une initiative de bonne volonté. Mais de toute façon, la compagnie nationale de pétrole, qui dépend de mon gouvernement d'union nationale, cette compagnie, elle se chargera de la production et de la vente du pétrole. Et nous travaillons pour que la force qui a la garde des champs pétroliers soit sous l'autorité du gouvernement d'union nationale. Monsieur le Premier ministre, au cas où le dialogue n'avance pas, est-ce que vous allez user de la logique de la force militaire en tant que gouvernement ? Je ne pense pas que le choix militaire pourra résoudre le conflit. Nous cherchons à ce que le dialogue et la réconciliation nationale soient le seul choix. Vous vous appuyez sur la communauté internationale comme les États-Unis, la France, mais d'autres pays comme l'Égypte et le Tchad soutiennent les forces de l'Est du pays. Cela ne vous met-il pas dans l'embarras ? Nous sommes ouverts vers les pays voisins comme vers la communauté internationale. Nous avons eu plusieurs rencontres avec la présidence égyptienne. Nous avons eu un entretien avec Idriss Déby la semaine dernière en marge de la réunion de l'ONU à New York. Et nous cherchons à éliminer les divisions entre les partis à l'intérieur comme à l'extérieur de la Libye. Étiez-vous vraiment gêné par le rôle de la France aux côtés des forces du maréchal Khalifa Haftar à l'Est libyen ?
Nous n'étions pas informés officiellement. Après cette opération, nous avons appelé l'ambassadeur français. Nous lui avons fait part de notre point de vue. La France a expliqué que cette présence française entre dans le cadre d'un suivi sécuritaire et dans la surveillance de certaines organisations terroristes comme Boko Haram ou Justice et Égalité, ainsi que d'autres organisations qui ont réellement profité d'un vide sécuritaire en Libye pour violer notre territoire. Nous avons expliqué à la France la nécessité de coordonner toute activité sécuritaire ou de renseignement avec notre gouvernement d'union nationale. Et je pense que c'est une chose qui est claire maintenant pour les deux côtés. Concernant la nécessité de nommer un nouveau gouvernement, vous avez parlé d'un délai de quelques semaines, alors qu'il y a besoin urgent d'avoir un seul gouvernement en Libye. Qu'est-ce qui empêche la formation d'un gouvernement dans un délai plus court ? Dans le passé, nous avons formé 2 gouvernements. Pour le second gouvernement, le Parlement a pris 6 mois avant de refuser de lui accorder sa confiance. Le Conseil présidentiel va démarrer très vite les concertations pour composer une nouvelle équipe. Nous espérons que le Parlement, basé à Tobrouk, va le considérer avec plus de sagesse et de sérieux pour que l'on puisse dépasser nos malentendus et que l'on puisse soulager les citoyens. Comme vous l'avez précisé, en cette période, plus personne ne supporte de nouvelles manœuvres politiques. Mais nous ferons tout pour que le gouvernement soit le plus équilibré possible. Faiz Sarraj, merci. Le Premier ministre libyen, chef du gouvernement d'union nationale, était avec Ouda Ibrahim. Magali Lagrange. François Hollande salue l'un des plus ardents défenseurs de la paix. Shimon Peres est mort cette nuit. L'ancien président israélien avait 93 ans. Il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral mi-septembre. Il était hospitalisé près de Tel Aviv. C'est une grande figure de la vie d'Israël qui disparaît. 12 fois ministre, 2 fois Premier ministre avant d'être président. Il était l'un des pères fondateurs de l'État hébreu. Il avait aussi été l'un des principaux artisans des accords d'Oslo signés avec les Palestiniens en 1993. Il avait partagé le prix Nobel de la paix avec Yasser Arafat, édition spéciale ce matin sur RFI à 8h10, heure de Paris. Après les bombardements, l'offensive au sol, l'armée syrienne a pris le contrôle d'un quartier rebelle du centre d'Alep. Damas dit avoir le contrôle total du secteur et avoir éliminé de nombreux terroristes, le terme utilisé pour désigner les adversaires du régime. La seconde ville du pays était la cible d'un bombardement intensif depuis jeudi dernier. En France, Nicolas Sarkozy dans la tourmente de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne de 2007. Une source proche des enquêteurs confirme que les juges possèdent bien un carnet détaillant une série de versements effectués au profit de l'ex-président lorsqu'il n'était encore que candidat. La revue de presse Afrique. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, Bongo prête serment. Oui, le président Ali Bongo, réélu à la suite du scrutin du 27 août dernier, a prêté serment hier mardi au palais présidentiel de Libreville. Seulement 4 chefs d'État africains étaient présents. Aucun de la sous-région d'Afrique centrale. Le Tchadien Déby, président en exercice de l'Union africaine, était représenté par son Premier ministre. La France, elle, était représentée par son ambassadeur, tout comme l'Union européenne et les États-Unis. Lors de son discours d'investiture, pointe le site d'information Gabon Review, Ali Bongo a estimé avoir compris le sens du vote des Gabonais. J'ai bien compris le doute de certains, a-t-il dit, et j'ai bien perçu la déception d'autres encore, a-t-il précisé, non sans une nouvelle fois rappeler qu'il souhaitait que le dialogue ait lieu, un dialogue serein pour mieux éclairer les intentions des Gabonaises et des Gabonais. Je veux que ce dialogue nous sorte définitivement de la logique de conflit permanent qui dénature fortement nos valeurs, nos relations et notre vivre ensemble, a encore affirmé Ali Bongo. Nous devons entrer dans une dynamique nouvelle, empreinte de concorde et d'apaisement. Nous devons régler nos problèmes entre Gabonais, au Gabon et au besoin avec l'aide de nos frères africains. Attention, prévient pour sa part Gabon Echo, autre site d'information gabonais. Élu légalement ou pas, Ali Bongo doit avoir à l'esprit que les Gabonais ne lui accorderont aucun temps de répit. Oui, ce dernier doit donc très vite se mettre au travail, s'exclame Gabon Echo, surtout que la tension sociale a atteint un pic très élevé pour les populations. Il n'est plus question qu'une minorité se la coule douce alors que la majorité croupit dans la misère. Autrement dit, précise le site, les Gabonais attendent une meilleure redistribution des richesses du pays. Idem pour les institutions de la République qui doivent être toilettées à grande eau. Il en va de la vitalité de la démocratie, des revendications légitimes et à ne pas considérer comme de simples mots lancés par les pourfendeurs du parti au pouvoir. Désormais,
conclut Gabon Echo. Le regard des populations est tourné vers Ali Bongo, dont elles attendent des mesures fortes et qu'il soit véritablement à leur écoute. Lesquelles populations ne comptent pas tolérer les erreurs du précédent mandat. C'est dire que la tâche ne sera pas du tout facile pour le patron du PDG. Voici venus les jours du nouveau Ali Bongo, s'interroge pour sa part le quotidien Aujourd'hui, au Burkina, aujourd'hui qui reste bien circonspect, avec une foi arrimée en un gouvernement d'union nationale qu'il appelle de tous ses voeux et un appel du pied à ses concitoyens pour leur dire qu'il les a compris. L'investi d'hier semble cultiver un optimisme béat en l'avenir pour son Gabon. Hélas, sa foi n'est ni contagieuse pour l'instant à l'endroit des opposants et des populations tenaillées pour ces dernières par le train-train quotidien, ni pour la communauté internationale. Et le pays, toujours au Burkina, note, lui, le caractère précipité de cette investiture. Oui, seulement 4 jours après que la faiseuse de roi, dame Marie-Madeleine Mborantsuo, l'eut élevée contre le cours de l'histoire et dans la réprobation générale à la dignité de prince régnant dans la dynastie des Bongo, Ali a été couronné de mémoire d'homme sur le continent. Jamais investiture n'avait été si précipitée, si fait que Bongo ravit la palme des couronnements en catimini et à la hussarde, à Laurent Gbagbo, Pierre Nkurunziza et autres Denis Sassou Nguesso. À défaut donc d'entrer dans le livre Guinness des records des élections transparentes, il figurera dans celui des intronisations hâtives. L'investiture en mode accéléré, renchérit lejelly.com en Guinée, qui ne mâche pas non plus ses mots. Conscient du peu de soutien authentique dont il dispose au sein de l'opinion publique gabonaise, Ali Bongo a ainsi voulu ne pas laisser perdurer l'incertitude. Il fallait très vite entériner le vol et tourner la page, quitte à faire les choses avec sobriété et à la limite en catimini. Autre signe empreint d'un certain ridicule, poursuit Lejelly, c'est la pseudo-main tendue du président gabonais à ses opposants pour un hypothétique dialogue politique, une stratégie qui a quelque chose de saugrenu dans la mesure où celui qui se présente ainsi comme un saint passe aux yeux de tous pour un voleur récidiviste. C'est une poudre aux yeux de l'opposition qui sonne comme une ultime tentative du président Bongo de se donner bonne conscience, dénonce encore le site guinéen, et de soigner tant soit peu son image écornée par un processus électoral qui s'achève. Merci Frédéric Couteau, revue de presse à retrouver sur le www.rfi.fr. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports, Cédric De Oliveira, bonjour. Bonjour. On parle d'abord de la Ligue des champions en Europe avec un Pierre-Emerick Aubameyang une nouvelle fois décisif. Et deuxième but en 2 matchs de Ligue des champions pour le Gabonais du Borussia Dortmund, mais ça n'a pas suffi aux Allemands pour dominer le Real Madrid, champion d'Europe en titre. Un match nul 2-2 entre les deux équipes avec un but de Cristiano Ronaldo côté espagnol. Autre résultat de ce groupe F, le succès du Sporting Portugal face au Legia Varsovie 2-1. Et puis dans le groupe G, victoire de Leicester face au FC Porto avec un but 100% algérien, passe de Riyad Mahrez pour la finition d'Islam Slimani. Les Anglais sont en tête devant le FC Copenhague qui a écrasé Bruges 4-0. Côté français, la soirée a été contrastée. Oui, commençons par la bonne nouvelle. Le match nul 1-1 arraché par Monaco face au Bayer Leverkusen dans les tout derniers instants du match. Ça permet à l'ASM de garder la tête du groupe E devant Tottenham qui a battu le CSKA Moscou 1-0. En revanche, dans le groupe H, Lyon s'est incliné sur la pelouse du FC Séville sur un but de Wissam Ben Yedder. Le franco-tunisien satisfait d'avoir pu délivrer son équipe. Je suis très content parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Je m'adapte bien au championnat espagnol. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts, donc je suis récompensé et c'est très bien. J'essaie de m'adapter et de trouver ma place au sein de cet effectif, de trouver mes repères et je suis très content. Wissam Ben Yedder au micro de nos confrères de beIN Sport. Lyon rétrograde donc à la 3e place d'un groupe dominé par la Juventus Turin qui a surclassé Zagreb 4-0. Le foot, c'est aussi la CAN 2017 qui se rapproche et on en sait un peu plus sur les modalités du tirage au sort. Un tirage qui aura lieu le 19 octobre prochain et la CAF vient d'annoncer la composition des chapeaux. Il y aura donc 4 têtes de série, la Côte d'Ivoire tenante du titre, le Ghana, le dernier finaliste, l'Algérie et enfin le pays organisateur, le Gabon. Le chapeau 2 est composé du Mali, du Burkina Faso, de la RDC et de la Tunisie. Le Cameroun, le Maroc, le Sénégal et l'Égypte formeront le chapeau 3.
Et enfin, le chapeau 4 regroupera le Togo, l'Ouganda, la Guinée-Bissau et le Zimbabwe. Et puis on termine par un point sur le Tour de Côte d'Ivoire. Avec la domination des coureurs marocains qui se poursuit, Mehdi El Chokri s'est imposé lors de la 4e étape courue autour de Dimbokro dans le centre du pays. Il a devancé au sprint son compatriote Mohsin El Kouraji qui prend le maillot jaune de leader. À suivre ce mercredi la 5e étape, un contre-la-montre de 16 km entre Lukuyaokro et Toumodi. Merci Cédric de Oliveira. Un nouveau journal tout de suite. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.